Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. 50 ans après mai 68, Franck Ferrand revient cet après-midi sur une des énigmes de cette période troublée. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. On s'est beaucoup demandé, à l'époque et souvent depuis lors, pourquoi le général de Gaulle avait choisi au plus fort de la tourmente de rendre visite à Baden-Baden au général Massu. Un ouvrage déjà paru sous une première version pour le 40e anniversaire répond à cette question. Et son auteur, Henri-Christian Giraud, est votre invité. Oui, son livre s'intitule « L'accord secret de Baden-Baden, comment de Gaulle et les soviétiques ont mis fin à mai 68 ». Voilà, oui. J'en ai déjà dit trop, je n'ai pas pu faire autrement que de lever un coin du voile. 29 mai 1968, alors que le mouvement étudiant, devenu crise sociale et syndicale, est en train de virer à la révolution et que la France est paralysée par les grèves, les manifestations anti-gaullistes, le chef de l'État, le général, comme on dit à l'époque sans avoir besoin de préciser lequel, le général disparaît subitement, sans informer personne de sa destination, pas même son Premier ministre Georges Pompidou. Dans le plus grand secret, ce jour-là, Charles de Gaulle se rend donc à Baden-Baden, en Allemagne. Que va-t-il faire là-bas ? On n'en sait rien, ou plus exactement, on n'en savait rien jusqu'à une époque récente. Énigme. Toutes les hypothèses ont été évoquées, j'en ai d'ailleurs moi-même dans le passé évoqué certaines à ce micro. Je dis toutes les hypothèses, pas vraiment, car la plus crédible de toutes a été omise. Il faut dire que lorsqu'il s'agit de brouiller les pistes, le général de Gaulle est le maître absolu. Avant de vous livrer la clé de l'énigme, je voudrais revenir sur un certain nombre de faits. En ce mois de mai 68, de Gaulle est de plus en plus violemment conspué dans les rues par des manifestants qui réclament sa démission et qui réclament sa démission avec force. Le 24 mai, de retour d'un voyage officiel en Roumanie, il s'est adressé aux Français. Tout le monde comprend évidemment la portée des événements, déclare-t-il à la télévision. Mais son discours ne prend pas. Le président donne l'impression d'être dépassé par la situation, impuissant, sans prise véritable sur les événements, et lui-même l'avouera en visionnant son allocution télévisée le soir même. « J'ai mis à côté de la plaque », dit-il. Le grand, l'imperturbable général de Gaulle serait-il désabusé ? En tout cas, il a bientôt une raison de l'être. Les négociations engagées dans la foulée du discours par son Premier ministre aboutissent à un échec, puisque le 27 mai, les accords de Grenelle sont rejetés par les ouvriers de l'usine Renault, ce sont les premiers à ne pas en vouloir, et les grèves donc vont se poursuivre. L'État paraît tellement inapte à enrayer cette crise que l'un des leaders de l'opposition, François Mitterrand, qui avait mis le général de Gaulle en ballottage quelques années plus tôt, Mitterrand va jusqu'à déclarer, je cite, « En France, depuis le 3 mai 68, il n'y a plus d'État ». Et il explique, François Mitterrand, qu'il est prêt à prendre la succession du général de Gaulle à la présidence de la République, ce qui est peut-être allé un peu vite en besogne. Le mercredi 29 mai, on peut dire que la tension est à son comble. Le Parti communiste et la CGT préparent une grande manifestation qui doit se tenir le lendemain. Les manifestants défileront de la Bastille à Saint-Lazare. De Gaulle craint d'être débordé. Ce mercredi-là, comme tous les mercredis matins, doit se tenir le Conseil des ministres. Sauf que, quelques minutes avant le début de la réunion, le président informe le Premier ministre, lors de la réunion hebdomadaire, c'est leur tête-à-tête, vous savez, il informe Pompidou de l'annulation pure et simple du Conseil. De Gaulle lui explique qu'il entend prendre du recul. Il doit se retirer au calme, il va passer quelques heures dans sa propriété de Colombey-les-Deux-Églises. Et ce jour-là donc, vers midi, Charles de Gaulle se rend à l'héliport d'Issy-les-Moulineaux, il monte dans l'hélicoptère présidentiel. D'ordinaire, il faut un peu moins d'une heure pour atteindre Colombey. Seulement là, bien plus d'une heure après le décollage, le général n'est toujours pas à Colombey et disons-le, personne ne sait où il est passé. À l'Élysée, l'inquiétude fait bientôt place à la panique. Rendez-vous compte, on a quand même perdu la trace du président de la République. Oui. Tout de même, les principaux responsables finissent par apprendre en toute fin d'après-midi que le général est enfin arrivé à Colombey. Mais qu'est-ce qu'il a bien pu faire pendant tout ce temps ? Le très mystérieux agenda du président devient le centre de toutes les discussions dans les milieux parisiens informés. De Gaulle aurait-il eu la tentation de se retirer, pour ne pas dire de s'enfuir ? Se sentait-il à ce point dépassé par les événements ? À moins qu'il ne soit parti faire appel aux armées, et c'est vraiment l'idée qui est en train de se répandre, pour ordonner une mission militaire qui rétablirait l'ordre en France. Ce qui est sûr, c'est que dès le lendemain, la situation dans le pays va changer
du tout au tout, et radicalement. Ce 30 mai, à 16h30, De Gaulle prononce à la radio une allocution historique, rien à voir avec le discours un peu filandreux du 24 mai. Cette fois, on a droit au grand De Gaulle, celui de Londres et du 18 juin, le fameux général micro, concis, cinglant, et qui lance un nouvel appel. Françaises, Français, étant le détenteur de la légitimité nationale et républicaine, j'ai envisagé depuis 24 heures toutes les éventualités sans exception qui me permettraient de la maintenir. J'ai pris mes résolutions. Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. J'ai un mandat du peuple, je le remplirai. Je ne changerai pas le Premier ministre. Je dissous aujourd'hui l'Assemblée nationale. Quant aux élections législatives, elles auront lieu dans les délais prévus par la Constitution. À moins qu'on entende bâillonner le peuple français tout entier, eh bien non, la République n'abdiquera pas, le peuple se ressaisira, le progrès, l'indépendance et la paix l'emporteront avec la liberté. Vive la République, vive la France. À peine 1h30 plus tard, c'est un véritable raz-de-marée humain gaulliste qui déferle sur les Champs-Élysées par centaines de milliers. Les partisans du pouvoir en place crient au général leur plein appui. De la Concorde à l'Étoile, la foule brandit les drapeaux tricolores, on fait le V de la victoire, on scande des slogans « Arrêtez la violence, unité de la France, De Gaulle n'est pas seul », etc. Et il y a là André Malraux, Maurice Schumann, Michel Debré, etc. Paradoxalement, il s'agit de la plus grande manifestation de tout mai 68. Et, disons-le, de la dernière, puisque dans les jours qui suivent, le travail reprend à peu près partout, ce qui va permettre au général d'affirmer le 29 juin « Le mois dernier, tout s'en allait. Notre pays, scandalisé par l'anarchie universitaire, paralysé par la grève généralisée, pouvait penser que la République disparaissait avec la liberté. Le 30 mai, sentant qu'enfin s'éveillait l'instinct national, j'en ai appelé au peuple. Il m'a répondu dans ses profondeurs et tout a été réparé. » Bien, mais alors, que s'est-il passé au juste pendant cette mystérieuse journée du 29 mai? Comment la situation a-t-elle pu basculer aussi vite? Plus tard, on apprendra que ce jour-là, De Gaulle s'était rendu à Baden-Baden pour y rencontrer le général Massu. Ce dernier affirme qu'il a vu arriver chez lui un De Gaulle abattu, dont il aurait regonflé le moral. Mais à quel point peut-on se fier à ce témoignage? Non pas qu'il faille du tout douter de l'honnêteté du général Massu, seulement De Gaulle est un spécialiste de la dissimulation. Il sait parfaitement se jouer de ses interlocuteurs. Il est même, nous dit Henri-Christian Giraud, de ceux qui ont théorisé l'intoxication. Et de citer à l'appui cet écrit édifiant du général. Je cite le général de Gaulle. « La surprise, il faut l'organiser, sous le couvert d'un voile épais de tromperie. Pour peu que l'on consente à donner sur ses intentions le change à son propre camp, que l'on égare à dessein ceux-là même qu'on médite d'employer et que par astuce calculée, on utilise pour répandre de trompeuses hypothèses tant de moyens qui de nos jours permettent à chaque partie de discerner ce qui se passe chez l'autre, on pourra derrière le mensonge cacher la réalité. La ruse doit être employée pour faire croire que l'on est où l'on n'est pas et que l'on veut ce que l'on ne veut pas. C'est pas moi qui invente ces propos, ils sont du général de Gaulle. Et précisément, ce mercredi 29 mai, de Gaulle était là où on ne l'attendait pas du tout, là où on ne le croyait pas. Alors physiquement, bien sûr qu'il était à Baden-Baden, mais il ne s'y est pas rendu en raison d'un découragement soudain, et probablement pas à cause d'une défaillance quelconque. Son intention n'était même pas de procéder à je ne sais quelle manœuvre militaire, non. La clé de l'énigme, il faut la chercher ailleurs, il faut la chercher là où, jusqu'à ces derniers temps, personne n'avait songé à regarder, c'est-à-dire du côté de Moscou et du Parti communiste. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Alors cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous racontez le bref voyage du général de Gaulle à Baden-Baden en pleine crise de mai 68. C'est le 29 mai 68 que ça s'est passé, un voyage dont vous venez de nous laisser entendre qu'il était peut-être lié au Parti communiste. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quand même le rôle du Parti communiste dans les événements de mai 68 ? Oui, vous avez raison. Il faut commencer par rappeler que le PCF a tempéré dans un premier temps les ardeurs étudiantes, et qu'il a même essayé d'enrayer la crise, disons les choses. Dans l'Humanité du 3 mai,
mai, voici ce que disait Georges Marchais. Il dénonçait, je cite, « les groupuscules gauchistes dirigés par l'anarchiste allemand Cohn-Bendit », ce qui n'a fait que rassurer De Gaulle et son entourage, bien sûr. Du reste, au moment des grands désordres et des débordements du début de mai, le général a rassuré son entourage. « Ne craignez rien, les communistes vont y mettre bon ordre ». Là encore, je ne fais que citer De Gaulle. Et puis il faut dire que De Gaulle connaît bien les communistes. On peut dire que depuis la reconnaissance de la France libre par Staline en septembre 41, donc après l'invasion de l'Union soviétique par les troupes allemandes, De Gaulle a laissé s'installer une sorte, comment pourrait-on dire, une sorte d'alliance tacite avec les communistes. Et du reste, si l'on entrait dans la complexité de la gauche française en 68, on comprendrait tout de suite que le PCF n'a aucun intérêt à alimenter le désordre étudiant et les émeutes. Plus étonnant, il ne pousse pas non plus à la grève et il se montre plutôt enclin d'une certaine manière, de fait en tout cas, à maintenir le régime gaullien. Il y a le gauchisme qui pousse aux portes du Parti communiste et ça évidemment ça joue un rôle. Bon, là-dessus est venu le discours calamiteux du 24 mai où le président de la République a donné le sentiment d'être déstabilisé, faiblesse du pouvoir en place, échec des accords de Grenelle et là, les communistes ont commencé à entrevoir une brèche et se sont dit qu'ils avaient l'opportunité peut-être de s'y engouffrer. Si De Gaulle doit chuter, alors il faut être prêt à s'emparer du pouvoir. Et c'est pourquoi, le 28 mai, l'humanité fait volte-face et change de ton pour titrer « Vers un pouvoir populaire ». Et le jour même, le Parti communiste a monté une énorme manifestation pour le lendemain entre Bastille et Saint-Lazare, je vous le disais tout à l'heure. Manifestation entièrement organisée par la CGT, bien entendu. Et c'est seulement alors qu'à l'Élysée, on a commencé à prendre peur. De Gaulle, à ce moment-là, prend conscience que la révolte étudiante est en train de prendre une autre dimension, que le pouvoir peut lui échapper. Alors, que faire ? Première idée, naturelle pour un chef d'État, et si l'on s'adressait directement au Kremlin pour lui demander de calmer un petit peu les ardeurs des communistes français, de maîtriser son PCF, si je puis dire. De Gaulle a la main sur le téléphone, seulement il se dit que Moscou est peut-être déjà en train d'envisager une prise de pouvoir communiste en France. Il se rappelle 44-45, De Gaulle, tout ça évidemment est encore frais. Comment savoir ce que pensent les hiérarques qui se pressent autour de Brejnev ? Voilà dans quel état d'esprit, le matin du 28 mai, le président français décide de faire passer, par voie diplomatique à Moscou, un discret appel au secours. Et pour simplifier, disons-le, De Gaulle demande à Brejnev de rappeler à l'ordre les communistes français. Miracle des liens d'ambassade, si je puis dire, on verra dans quel détail tout à l'heure. Quelques heures plus tard, en tout début d'après-midi, l'Élysée reçoit la réponse du Kremlin. Cette réponse, la voici en substance. Moscou considère la sauvegarde du régime gaulliste avec bienveillance. C'est clair. Et c'est net. Notez bien ce que je vais vous dire. Les chefs du Kremlin ne transmettent pas directement ce message à Paris. Sinon, il en aurait été tout autrement. Ils vont le faire passer par le biais du chef des forces françaises en Allemagne, le général Massu à Baden-Baden. Alors pourquoi cela ? Eh bien, il se trouve que ce jour-là, le chef des forces soviétiques en Allemagne de l'Est, le général Kochevoï, est en train d'effectuer une visite dans la région ouest, si je puis dire, et qu'il fait une visite très opportune, disons, au général Massu. Voilà donc un canal sûr, efficace, discret et fiable pour communiquer via les chargés d'affaires. Or, Kochevoï ne s'en tient pas là. Si j'ose dire, c'est donnant-donnant. Il ne faudrait pas oublier que mai 68, c'est aussi la date du fameux printemps de Prague. Le général russe informe le général français, donc Massu, qu'au Kremlin, l'ambiance est à la guerre. Autant dire que les soviétiques sont sur le point d'intervenir militairement en Tchécoslovaquie. Vous voyez un petit peu les choses se profiler. En recevant le message qu'on lui transmet depuis Baden-Baden, De Gaulle est plongé dans la perplexité. Il lui faut mettre au clair cette question. C'est la question la plus fondamentale de mai 68, si vous voulez, si l'on quitte en tout cas le registre des idées pour entrer dans celui des équilibres internationaux. Voilà pourquoi le président de la République française n'a pas tellement le choix. Il faut qu'il aille tirer les vers du nez de Massu, si je puis dire. Il va se rendre personnellement sur place. Il va essayer de sonder Massu sans le montrer. Je dis bien sans le montrer. Parce qu'il faut que le président français prenne la mesure des intentions soviétiques, mais sans montrer que lui-même est en train de passer une sorte d'accord tacite avec le Kremlin. Vous imaginez la honte pour l'époque et pour l'histoire, si je puis dire. Si l'on en croit Henri Christian Giraud, au moment de du décollage de son hélicoptère, De Gaulle irait jusqu'à envisager, je cite, un départ sans retour et son installation à l'étranger pour le cas où le concours de Moscou ne lui serait pas totalement assuré et à des conditions acceptables. Forcément,
On comprend qu'un tel déplacement soit entouré du plus grand secret. Et pour tromper son entourage, eh bien de Gaulle va ruser, pour reprendre son propre terme. Il affecte le désarroi le plus total. Le matin du 29 mai, il affiche une grande fatigue, une profonde tristesse. Le Premier ministre arrive, il exprime devant lui son amertume, son écœurement pour ce peuple de veaux qui se couche, dit-il. Je suis fatigué, dit-il à Pompidou. Je pars me reposer et dormir un peu à Colombey. Son interlocuteur est quelque peu surpris, il faut bien le dire. Il essaie de retenir le président, seulement il comprend qu'il n'a rien à faire. De Gaulle, apparemment, a choisi de se retirer. Et aux alentours d'11h30 du matin, le président quitte donc l'Élysée avec son épouse et l'un de ses aides de camp, le capitaine de frégate Floïc. Ils prennent place dans une déesse noire de la présidence. La voiture va éviter les grévistes du quai de Javel, emprunter le pont de Garigliano et arriver une demi-heure plus tard à l'héliport d'Issy-les-Moulineaux. On charge les bagages dans l'hélico, tout ça prend un petit peu de temps et d'ailleurs De Gaulle s'autorise un mouvement d'humeur. Pressons-nous, dit-il, on nous observe. Et bientôt, l'Alouette 3 décolle. Ce n'est qu'après plusieurs dizaines de minutes de vol, je dis bien cela, que De Gaulle va indiquer au capitaine Floïc et au pilote sa véritable destination. Il ne se rendra pas directement à Colombey, mais d'abord, il va passer par l'Allemagne fédérale, par Baden-Baden, la résidence du général Massu. Aussitôt, le pilote doit donc modifier son plan de vol, cap sur la RFA, dont les autorités sont prévenues par pure courtoisie au tout dernier moment. Un peu après 13h, l'hélicoptère survole déjà le Rhin, et à travers les vitres, on aperçoit le territoire allemand. Le capitaine Floïc fait appeler la résidence du chef des forces françaises en Allemagne. Et c'est Suzanne Massu qui décroche le combiné et qu'il passe à son mari. « Il y a Floïc au téléphone », lui dit-elle. « Floïc ?» demande Massu. « Mais qui c'est ça, Floïc ?» Et voilà le coup de fil. « Mon général, ici Floïc, nous sommes là. » « Mais qui, nous ?» Le général et Madame de Gaulle, répond Floïc un petit peu interloqué, parce que lui pensait que Massu était au courant de l'arrivée présidentielle. « Je demande un vecteur pour rallier votre résidence et le balisage de votre terrain avec un fumigène. » Alors la réplique de Massu, qui est entrée dans l'histoire, « Mais mon petit vieux, je suis à poil sur mon lit où je fais la sieste. Laissez-moi un peu de temps pour me préparer. » Du temps, en fait, l'hélico va atterrir très vite. Et Massu, qui a quand même de justesse revêtu son uniforme, je vous rassure, voit sortir de l'appareil et marcher vers lui un président au visage grave, à la mine décomposée. « Mon pauvre ami, quelle souffrance !» lance De Gaulle dans un souffle. Autant dire qu'il joue son rôle à la perfection. Il avance péniblement sur le gravier. « Tout est foutu, Massu. Les communistes ont provoqué une paralysie totale du pays. Je ne commande plus rien, donc je me retire. Et comme je me sens menacé en France, je viens chercher refuge chez vous, afin de déterminer que faire. » Le général Massu, qui de loin suivait les événements parisiens, est littéralement éberlué. Il entraîne le président de la République dans son bureau, en essayant de trouver la bonne contenance. La porte se referme sur les deux hommes, et l'on peut se demander ce qu'ils se disent alors. Pour chacun, l'enjeu de la conversation est crucial. D'un côté, De Gaulle, qui donc mime la résignation et qui doit extirper à Massu les informations les plus précises possibles sur la position du Kremlin par rapport à son régime, puisqu'il a vu Kosciuszko, puisque Kosciuszko est là, dans les environs, dans l'immédiat entourage, on doit pouvoir résoudre cette énigme-là. Quant à Massu, alors lui, son rôle est plus net. Lui craint qu'on ne l'accuse d'épauler un chef d'État en fuite, si vous voulez. Il doit tout faire pour convaincre De Gaulle de tenir bon, pour le remettre en selle. Autant dire que ce qui est en train de se passer à Baden-Baden, c'est un magnifique moment d'histoire. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Nous sommes au cœur de l'histoire de France et au cœur d'une journée. Le 29 mai 1968, le général de Gaulle vient d'arriver à Baden-Baden. Il est aux côtés de Massu. Et que se passe-t-il ce jour-là, Franck ? Alors, encore une fois, il faut en être conscient. Dans le bureau du général Massu, De Gaulle fait montre du plus parfait abattement. Il décrit une situation d'apocalypse à Paris. Il répète qu'il est résigné, qu'il ne peut que baisser les bras, tout abandonner, etc. Et Massu est de plus en plus sidéré par ce qu'il entend. Il cherche tous les arguments pour convaincre le général de ne pas se laisser démonter, comprenez bien. Lui craint que, si l'on admet que De Gaulle aurait choisi de se réfugier chez lui, eh bien, il finisse par être une sorte de traître, d'une certaine manière. Et il insiste. Ce départ va être vu comme un abandon de poste, une fuite. Il faut rentrer au plus vite à Paris. Seulement, De Gaulle fait celui qui ne veut rien entendre, et nous savons pourquoi. Et évidemment, Massu cherche les arguments, il cherche la bonne raison qui réconforterait le président. Et c'est ainsi tout naturellement qu'il en vient à l'argument que De Gaulle attendait.
tout ce voyage pour recueillir avec sûreté la seule information vraiment importante. Massu se met à expliquer à De Gaulle que la veille, le maréchal Kosciuszko lui a rendu visite, qu'ils ont évoqué ensemble l'alliance franco-soviétique. Ah, là déjà, le visage de Gaulle s'éclaire. Continuez, dit-il. Et Massu poursuit donc, eh bien voilà, Kosciuszko a affirmé la nécessité d'écraser la révolte anarchiste. Il a même loué le grand président Charles de Gaulle. Et très clairement, il a réaffirmé le soutien du Kremlin aux dirigeants français. Eh ben voilà. Parfait, De Gaulle se lève. Ah là, d'un seul coup, on dirait que sa fatigue s'est envolée. Il va jusqu'à embrasser Massu. « Bon, je repars, appelez ma femme », dit-il. L'autre n'en revient pas, il est interloqué, et voilà le général De Gaulle, soudain pressé de repartir vers la France. Incompréhensible retournement de situation. Peu après 4h30 de l'après-midi, l'Alouette 3 décolle donc de nouveau, direction cette fois, oui, Colombelles et Deux Églises, où l'hélicoptère présidentiel atterrit donc à 18h15. C'est depuis sa propriété champenoise que De Gaulle s'informe de la manifestation organisée de la Bastille à Saint-Lazare par le Parti communiste, manif hérissée de pancartes où on peut lire partout « Adieu De Gaulle, au revoir De Gaulle ». Seulement, quand est donné l'ordre de dispersion de cette manifestation, le général il sait qu'au fond, il peut souffler puisque Moscou agira comme il l'a toujours pensé. Le Parti communiste va très bientôt être rappelé à l'ordre. Le lendemain, c'est donc avec une confiance retrouvée que le chef de l'État pourra donc s'adresser à la radio. Rappelez-vous le fameux grand discours mobilisateur, la manif gaulliste, etc. Française, Français, j'ai pris mes résolutions, je ne me retirerai pas, la République n'abdiquera pas. Bonjour Henri-Christian Giraud. Bonjour Franck Ferrand. Merci beaucoup d'être avec nous pour évoquer cet ouvrage qui s'appelle L'accord secret de Baden-Baden aux éditions du Rocher. Un livre que vous aviez déjà publié dans une version réduite il y a 10 ans pour le 40e anniversaire des événements de mai 68. Alors, avant d'entrer dans tout le détail, on va reprendre cette affaire parce qu'évidemment, de nombreuses questions se posent et j'imagine la tête d'un certain nombre de nos auditeurs qui se disent « Mais qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter ?» Avant cela, que les choses soient bien claires. Si le général de Gaulle fait lui-même le voyage jusqu'à Baden-Baden, c'est qu'il ne peut pas décrocher son téléphone et dire à Massu, dites-moi Massu, quel est le sentiment des soviétiques sur... Il est obligé d'avoir une conversation et d'avoir l'air, mine de rien, il faut qu'il tire les vers du nez, si vous me passez cette expression, du général Massu. C'est bien ça l'histoire. C'est bien ça, et en plus, il ne peut pas faire venir Massu à Paris, car Massu reçoit au même moment Kosciuszko. Donc il est bloqué et il est obligé d'y aller lui-même. Il est obligé d'y aller lui-même. De toute façon, il ne pouvait confier en gros cette mission à personne. À personne. Il veut entendre de la bouche de Massu ce que Kosciuszko, qui lui-même est un homme de confiance de Brejnev, a à dire sur l'attitude du Kremlin. C'est bien ça l'idée. Le maréchal Kosciuszko est, pour le situer rapidement, est 2 fois héros de l'Union soviétique, ce qui donne un certain poids à sa parole, une certaine légitimité, car aucun officier soviétique ne pourrait dire ce qu'il dit, évidemment, s'il n'était pas en mission par le Kremlin. Quand il parle, c'est un peu comme si c'était Brejnev lui-même qui parlait. Exactement. Et en plus, le maréchal Kosciuszko commande les forces soviétiques en Allemagne de l'Est, près de 200 000 hommes. Donc c'est quand même le chef militaire soviétique qui fait face au front occidental. Donc, c'est très important. De Gaulle va chez Massu pour savoir via Kosciuszko ce que pense Brejnev. Il ne pouvait pas décrocher le téléphone rouge, si je puis dire. Non, il l'a pas fait parce qu'il se croit et il se sent et il se sait peut-être écouter. Il a la phobie des écoutes, De Gaulle. Il le dit d'ailleurs à son fils, il le dit à tout le monde. Non seulement il a la phobie des écoutes, mais en plus, est-ce qu'il n'est pas un peu gêné par cette situation ? C'est-à-dire que il ne veut pas que soit dit officiellement d'une manière ou d'une autre, allez-y, mon général, l'Union soviétique est derrière vous. Il ne veut surtout pas mettre la France dans cette position, c'est bien ça ? C'est bien ça, et en plus, De Gaulle a une relation très secrète, très personnelle avec le Kremlin depuis très longtemps. Depuis le 25 juillet 1941, à Ankara, il a fait une proposition d'alliance sur un argument continental à Staline. Mais Staline avait évidemment posé ses conditions. Et à l'époque, sa condition, c'était la réintroduction du Parti communiste dissous par Daladier pour cause de pacte germano-soviétique sur la scène
nationale. D'où la création du CNR, d'où la création de tout ça. On va revenir sur toutes les relations très anciennes du général de Gaulle avec les communistes. Suivre l'explication que vous nous donnez, ça aboutit à admettre que le Parti communiste français, à l'époque, est littéralement aux ordres du Kremlin. Autre scandale, autre problème, nous y venons dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. C'est une page de l'histoire de France qui s'est peut-être jouée en quelques heures en Allemagne, à Baden-Baden, que nous découvrons aujourd'hui grâce à votre invité Franck Ferrand. Vous recevez Henri-Christian Giraud, il est journaliste, ancien rédacteur en chef du Figaro Magazine et auteur de L'accord secret de Baden-Baden, comment De Gaulle et les Soviétiques ont mis fin à mai 68, un livre paru aux éditions du Rocher il y a quelques jours. Et ce qu'il faut dire, Henri-Christian Giraud, c'est que vous êtes vous-même l'auteur d'un ouvrage célèbre qui s'appelle De Gaulle et les communistes, où vous analysiez justement dans le détail les rapports ultra complexes entre le général de Gaulle et le Parti communiste pendant toute sa carrière, d'une certaine manière. Tout à fait. Depuis le 25 juillet 1941, de Gaulle est alors à Ankara et dans les États du Levant, et il passe par Géraud Jouve, qui est le délégué de la France libre dans les Balkans, pour s'adresser via Serge Vinogradov, l'ambassadeur soviétique à Ankara, pour s'adresser directement à Staline et lui proposer une alliance secrète sur l'argument nous sommes du même continent. Et donc cette alliance... c'est l'Europe de l'Atlantique à l'Oural, n'est-ce pas ? C'était déjà à peu près l'Europe de l'Atlantique à l'Oural, oui. Donc depuis ce temps-là, il y a une relation personnelle entre De Gaulle et le Kremlin, via Staline d'abord, puis Khrouchtchev, à qui il va quand même il y a la grande visite d'État de 59. De 59, à qui il va annoncer secrètement son retrait de l'OTAN. Déjà à cette époque-là. Et puis ensuite, il va continuer par cet appel à secours à Brejnev en 1968. Donc il y a une relation très très ténue. Très... Mais alors, qu'il y ait une relation d'État à État, enfin une relation internationale, je sais pas comment dire, diplomatique, entre le président de la République française et les dirigeants du Kremlin, on a envie de dire tant mieux et très bien. Ce qui est plus étonnant, c'est qu'il y ait une relation entre l'homme politique de Gaulle, le fameux parti gaulliste qui était anticommuniste par essence, et les dirigeants communistes. Mais alors là, on parlerait plutôt de, comment pourrait-on dire, une forme d'entente tacite qui n'ose surtout pas se dire. Sans doute, une alliance continentale, c'est ça le maître mot. Et finalement, Staline, évidemment, est entré dans ce jeu, parce qu'en tant que révolutionnaire, il a vu très bien qu'il pouvait profiter de cette alliance. Ça, c'est encore une fois le rapport international, mais à l'intérieur du pays. Rappelons-nous ce qui s'est passé en 44 et 45, les relations entre De Gaulle et les communistes, justement. Et c'est ce qui m'a mis la puce à l'oreille quand j'ai su que Kochevoï était dans le circuit, si j'ose dire, c'est que De Gaulle, en 1944, devant l'épuration programmée et effectuée par le Parti communiste, une épuration qui tourne à la guerre civile, De Gaulle demande à être invité à Moscou pour finalement demander à Staline, à la maison mère, de calmer la filiale. Et ce que fait... Ça avait très bien marché à l'époque. Et oui, Staline convoque Thorez et lui donne l'ordre de dissoudre les milices patriotiques, etc. Donc ça a marché. Moyennant un certain nombre de de concessions du général de Gaulle. Une très grosse concession, c'est que De Gaulle a finalement reconnu le comité de Lublin, qui était le comité polonais communiste. Alors il l'a reconnu sans le reconnaître, tout en le reconnaissant, puisqu'il a quand même accepté l'échange de délégués. Fouché d'un côté, Jedrzejowski de l'autre. Et est-ce qu'il y a des concessions à l'intérieur du pays? On pense à toutes les grandes lois sociales de 1945, les ordonnances, etc. Est-ce qu'il y a un lien entre le général de Gaulle et les communistes à ce moment-là? Peut-être sur le programme économique avec les nationalisations. Certains grands ministères sont évidemment aux mains des communistes. Il y a 5 ministres communistes au gouvernement, plus un certain nombre de personnalités comme Marcel Villard à la justice, Joliot-Curie au nucléaire, etc., etc. Alors, vous nous avez dit tout à l'heure ce qui m'a mis la puce à l'oreille. Ce qui signifie que vous avez compris qu'il se passait quelque chose.
Autrement dit, vous avez mené une enquête, tout simplement. À partir de quoi l'avez-vous menée? Sur quoi vous êtes-vous appuyé? Vous saviez que Koszewoy se trouvait dans l'immédiat voisinage du général Massu au moment de la visite du chef de l'État. Je l'ai appris par Massu, parce que Massu en parle. C'est même l'ouverture de son livre dont personne ne parle. Et je suis étonné que moi, j'avais fait une émission versions... sur ce livre et je vous avoue que j'étais passé sur ce détail. Oui. Alors, si Massu rend compte de cette visite de Koszewoy et des propos que lui tient Koszewoy, c'est précisément pour donner une idée de ce qu'il va se passer et de ce qui s'est passé, car je pense quand même que Massu n'a pas été totalement dupe. Il le dit d'ailleurs lors d'une émission des dossiers de l'écran, Jean-Jérôme qui lui dit mais en fait De Gaulle est venu vous voir, et Massu très humblement lui dit non, c'est pas moi de Massu qu'il est venu voir, peut-être c'est le témoin, c'est le relais du message de Moscou. Donc ça, c'est, j'ai envie de dire, la partie émergée de l'iceberg. Pour aller scruter la partie immergée, il faut forcément entrer dans les archives, dans les témoignages, dans les journaux d'époque. C'est ce que nous allons faire dans un instant. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire de France avec ce mois de mai 1968 et de nombreux auditeurs... Il y a 50 ans. Il y a 50 ans, exactement. De nombreux auditeurs partagent des archives sur les réseaux sociaux. Et merci à Guillaume qui vient de partager un article de presse de Sud-Ouest daté du 18 mai 78 où Jacques Massu dit « Ce que m'a dit De Gaulle à Baden-Baden constitue un secret d'État ». Et bien justement, vous levez le voile sur ce secret d'État cet après-midi. Franck Ferrand, avec votre invité, vous recevez Henri-Christian Giraud. Il est journaliste, ancien rédacteur en chef du Figaro Magazine et auteur de L'accord secret de Baden-Baden, comment De Gaulle et les Soviétiques ont mis fin à mai 68, paru aux éditions du Rocher. Et c'est important ce document parce que ça laisse clairement entendre que le général Massu, comme nous le disait à l'instant Henri-Christian Giraud, était moins dupe qu'il n'en a l'air et qu'il était bien conscient de tout ce qui se tramait dans cette affaire. Alors, nous allons revenir sur les témoignages, les éléments, les documents sur lesquels on peut s'appuyer. J'aimerais, avant cela, que nous fassions le point sur la situation de mai 68 à l'époque. Au départ, révolte étudiante, le gauchisme qui se répand partout, ces idées libertaires de libération de la société, etc. et qui peu à peu vont chercher, si l'on peut dire, un relais dans le corps social chez les ouvriers, et c'est là qu'interviennent la CGT et le Parti communiste. On doit pouvoir dire ça, Henri-Christian Giraud. Bien sûr, et la CGT qui, pour la première fois de son histoire, déborde sur le politique. Et ça, c'est quand même inédit à l'époque. Hein. Donc, ça veut dire que le Parti communiste avait en main les clés de la situation. Bien sûr. Tant que c'était les étudiants, en gros, ça n'inquiétait pas trop De Gaulle, même si on voit dans votre livre que De Gaulle était d'une très grande sévérité et qu'il trouvait ses ministres beaucoup trop laxistes, beaucoup trop gentils, si je puis dire. Il a donné l'ordre à Fouché, qui était ministre de l'Intérieur, de faire tirer sur les étudiants. Oui. Hein, il l'a donné l'ordre. Et Perfit le raconte dans son C'était De Gaulle. Il dit, nous nous regardons un peu effarés, un peu interloqués. Et Massu et Messmer refuse de tirer sur les étudiants. Et De Gaulle, exaspéré, lui dit, et pourquoi ? Et Messmer a cette réponse extraordinaire parce que ce n'est pas dans le règlement, mon général. Non, mais ce qui veut dire que le général de Gaulle, dès le début, on s'en rend compte, parce que là, bien sûr, nous ne faisons que résumer un livre qui est très épais, très argumenté, avec énormément de données, hein. Mais vous nous montrez clairement que dès le début, le général de Gaulle est beaucoup plus sévère que ses ministres sur l'affaire de mai 68. Il y aurait que lui, j'allais dire une fessée déculottée, on renvoie tout le monde à l'école, hein. C'est ça l'idée. L'État a le devoir de se défendre. Or, les ministres, eux, ont compris que la société était en pleine crise, qu'il fallait prendre conscience, surtout il ne fallait pas faire tirer sur la population, etc. Bon, donc on peut dire d'une certaine manière que l'entourage du général de Gaulle l'a calmé, et c'est au moment où l'affaire devient profondément politique et sociale, c'est-à-dire au moment où le Parti communiste et la CGT s'en mêlent, c'est-à-dire au lendemain du 24 mai, et surtout à partir du 28, c'est là que le général de Gaulle s'inquiète lui-même. Là, jusqu'alors, il est plus agacé qu'inquiet, c'est ça, hein, l'idée. Tout à fait. Il est vraiment sûr de lui jusqu'au 24 en tout cas. Hein. Mais là, à ce moment-là,
après son discours sur la participation, il dit « Je ne sens plus la France ». Mais oui. Et là, vraiment, parce qu'il voit qu'il y a toute une partie de la population qui est d'accord avec les étudiants, en fait. Une grande majorité même, des étudiants, bien sûr, oui. Des étudiants, mais même de la population. De la population, et plus rien ne répond, comme dit Édouard Balladur, qui était à l'époque conseiller social de Pompidou. Il dit c'est l'anarchie totale dans tout le pays. Il n'y a plus d'État, il n'y a plus de gouvernement. Et Jaubert disait que son drame, lorsqu'il ouvrait une porte dans un ministère, c'était de ne voir personne dans le bureau. Et oui. Oui, donc là, il y a eu vraiment un appel d'air, si l'on peut dire. Et l'idée, ce que vous nous dites, c'est que l'idée du général de Gaulle, c'est là, je ne peux m'en sortir que si je fais appel aux soviétiques. C'est-à-dire, Moscou va calmer une fois de plus, parce que c'était déjà arrivé dans le passé, Moscou va calmer le Parti communiste. Exactement, et c'est ce qui se passe. Alors donc là, vous êtes en train de nous dire, vous imaginez bien que ça va pas faire plaisir à tout le monde, vous êtes en train de nous dire que le Parti communiste, en gros, obéit aux ordres de Brejnev. Le Parti communiste est aux ordres absolus de Brejnev, enfin de Moscou, du Kremlin, vous pensez bien. Annick Riegel, la grande historienne du Parti communiste, disait que même le concierge du carrefour Châteaudun, c'est-à-dire, était choisi à Moscou. Ce Stéphane Courtois, ils l'ont trouvé dans les archives soviétiques. Alors, donc, le parti est aux ordres. Et d'ailleurs, c'est extraordinaire parce que la grande manifestation du Parti communiste, les slogans ont changé en cours de manifestation. C'est parti en cours de manifestation. C'est parti sur De Gaulle démission, 10 ans ça suffit, et c'est devenu Charlot des sous, Charlot adieu. Bon, et c'est là que De Gaulle... Ce qui était plus gentil, on va dire. Ce qui était plus gentil. Et comme dit de façon imagée un maoïste, d'ailleurs à l'époque, il dit par le canal de l'Orchestre Rouge version 68, l'ordre du Kremlin est tombé. Et les slogans ont changé. Et vous nous dites que dans les mémoires du premier secrétaire de l'ambassade soviétique à Paris, qui s'appelait Yuri Dubinin, on a des éléments très concrets là pour le coup. Très concret, il raconte la visite de Léo Hamon Léo Hamon, il faut peut-être rappeler en 2 mots qui il est. C'est un professeur de droit constitutionnel qui est un gaulliste de gauche et je dirais très très à l'est pour simplifier, c'est-à-dire qu'il a ses petites et grandes entrées à l'ambassade soviétique. Et De Gaulle l'envoie voir son ami Yuri Dubinin. Alors 3 questions parce que malheureusement là c'est exactement pour ce genre d'émission qu'il faudrait 2 heures. Voyez, mais là, première question très importante, quel est le rôle des autorités allemandes dans cette affaire, puisque ça se passe en territoire germanique, cette affaire? Ça se passe en territoire. Alors, De Gaulle ne cesse de demander à Massu de prévenir les autorités allemandes qu'il demande à séjourner. Mais qu'il signale plutôt sa présence sur le territoire. Il demande l'autorisation, de séjourner. Donc, les autorités allemandes doivent savoir, évidemment, assez vite. De toute façon, ils le savent, à mon avis, bien avant, parce que lorsque l'hélicoptère s'est posé sur le terrain de Baden-Haus, il s'est posé sur la partie allemande. Et donc, on imagine que les sentinelles allemandes ont vu le général de Gaulle, le couple présidentiel dans l'hélicoptère, et que ça a dû remonter très vite dans la hiérarchie. Deuxième question, cette affaire de Jean-Raymond Tournoux qui prétendait que le général de Gaulle était carrément allé voir Kosygin. Oui, il l'a écrit en tout cas. Il a dit la rumeur a couru que le général de Gaulle était allé à Prague voir Kosygin, parce que Jean-Raymond Tournoux a révélé que la caravelle présidentielle était partie du Bourget et avait atterri à Saint-Dizier. Voilà, je pense. Alors cette caravelle, à quoi servait-elle? Alors elle aurait servi à mon avis. En fait, elle n'a servi à rien dans la pratique. À rien, mais elle aurait servi au départ de Gaulle pour l'étranger si De Gaulle n'avait pas eu la réponse qu'il attendait de Moscou chez Massu. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que la caravelle aurait servi à De Gaulle pour aller à Prague ou à Moscou justement? Je ne pense pas que les délais n'étaient pas possibles. Enfin, ça ne colle pas. Comment se fait-il que cette idée, qui une fois qu'elle est exprimée me paraît tout à fait lumineuse, comment expliquer qu'elle n'ait pas été émise pendant ces 50 années? Enfin, vous l'aviez fait déjà il y a 10 ans quand même, mais on va dire pendant les 4 premières décennies, personne ne parle d'un accord éventuel du général de Gaulle avec l'Union soviétique. Non, parce qu'ils ont préféré les versions plus soft. De Gaulle est allé demander à Massu l'intervention militaire, etc. Où l'association, on a même évoqué l'association des non
décision de Massu et de De Gaulle pour créer un choc dans l'opinion publique. En tout cas, pour tous ceux qui, comme moi, se demandaient, vous savez, lorsque vous étudiez l'histoire, quelle que soit la période considérée, il y a toujours des espèces de moments où vous avez des points d'interrogation. Vous dites, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et notamment, la fin de mai 68, je vous avoue que pour moi, ça a toujours été un point d'interrogation. Comment expliquer que ce mouvement, qui partait comme un feu de paille, feu de paille, c'est le cas de le dire, mais plutôt là, comme un feu de forêt, se transforme en feu de paille? Comment expliquer que ce mouvement s'arrête quasiment du jour au lendemain? Eh bien, vous nous apportez une réponse qui est quand même relativement concrète, Henri-Christian Giraud. Je rappelle le titre de votre ouvrage, publié aux éditions du Rocher, L'accord secret de Baden-Baden. De quoi passer un bon moment d'investigation historique. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Vous nous avez fait revivre, Franck, l'aller-retour du général de Gaulle le 29 mai à Baden-Baden. Il est temps maintenant d'aller au cœur de la forêt noire avec Lorena Martin. Et vu l'heure qu'il est, c'est-à-dire 14h56 et 45 secondes, je pense que nous allons aussi faire un aller-retour avec Lorena. Très express. Il va vite votre hélico, j'espère. Bonjour Lorena. Bonjour Franck. Oui, on va donc à Baden-Baden et ce voyage a été très express, comme vous l'avez dit, un peu plus d'1 heure. Donc pas de traces vraiment concrètes de Gaulle à Baden-Baden, autre que celle où s'est déroulée l'entrevue dans l'ancienne résidence de Massu. C'est la villa Jagdhaus, qui signifie Jagdhaus, qui veut dire le pavillon de chasse. Exactement. Et elle se situe sur les hauteurs de la ville, sur le Fremersberg. Et donc c'est une architecture assez étonnante qui, vue du ciel, a la forme d'une croix de Malte d'ailleurs. Et le bâtiment date de la période des Margraves et la maison ne se visite pas aujourd'hui. Elle appartiendrait sans doute à un Russe. Alors, c'était d'ailleurs pas la première visite de Gaulle. Non, c'est pas la seule visite. Le 15 février 1962, le général était venu pour y rencontrer à l'hôtel Brenners le chancelier Konrad Adenauer et y confirmer cette entente franco-allemande qui va s'illustrer un an plus tard par la signature du traité de l'Élysée entre les deux hommes. Il y a un grand hôtel, là, l'hôtel Brenners Park, c'est ça? Voilà, où c'est donc vu Konrad Adenauer et De Gaulle. C'est l'un des hôtels mythiques de Baden-Baden qui date du 19e siècle et c'est sans doute le plus luxueux de la ville avec sa façade néoclassique. Il se situe au cœur d'un magnifique jardin avec sur cette Lichtenthaler Allee. Oui, exactement, la plus belle promenade de la ville et l'établissement appartient aujourd'hui à la même famille Haute-Cœur depuis 1923. Il y a de jolies villas dans toute cette région, oui, Renan, d'ailleurs, très villas néoclassiques. Néoclassique, et juste à côté de cet hôtel, une autre villa néoclassique, la villa Stéphanie, qui s'explique parce qu'à l'époque, Stéphanie de Beauharnais, la fille adoptive de Napoléon Ier, devenue grande duchesse de Bade, y avait fait donc de Baden-Baden sa villégiature préférée. Et ça nous amènerait à une autre énigme, celle de Kaspar Hauser, mais c'est vraiment un tout autre sujet. Merci beaucoup Lorena pour cet aller-retour express. Parce qu'on aurait pu parler quand même des termes. Oui, dites un mot. Pour une prochaine fois. Friedrichsbad, quand même, le plus important, les plus anciens bains d'Allemagne. Ah oui, comme le nom de la ville même l'indique, c'est quand même une station d'eau, une station thermale. J'allais dire balnéaire, une station thermale. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Alors on va s'intéresser à un objet aujourd'hui, je crois qu'on en a tous un à la maison, c'est un réfrigérateur, ça vient d'où, Franck? C'est que la société Frigidaire date de 1916 et les premiers réfrigérateurs, les frigos, voilà, ils datent c'est la General Electric aux États-Unis 1927, ça va se développer avant la guerre. En France, il faudra attendre l'après-guerre et en pratique les années 60 pour voir se généraliser l'usage du réfrigérateur. Autrefois, on avait des glacières et on achetait de la glace, figurez-vous, c'est pas si vieux que ça. Je suis sûr que certains de nos auditeurs se rappellent très bien cette époque. Alors, l'idée de refroidir artificiellement, elle remonte à 1755 avec un Écossais qui s'appelait William Cullen et qui, en utilisant l'éther, je ne vais pas entrer dans les détails physico-chimiques, avait réussi un premier processus. C'est surtout dans la deuxième moitié du 19e siècle que le Français Charles Tellier va faire franchir une nouvelle étape en créant la première machine frigorifique à circulation de gaz ammoniac liquéfié. C'est ça c'est ça un frigo, ni plus ni moins, vous savez. Alors on a fait des premiers essais sur les wagons frigorifiques et puis on faisait du transport en chambre froide. L'idée de mettre ça à la disposition de tout un chacun, elle est venue nettement plus tard. Donc je vous le dis, au début du XXe siècle. Au cœur de l'histoire sur Europe 1.